L'esprit critique, c'est quelque chose d'un peu sacré chez moi, un peu seulement. Pour moi, être capable de recul, c'est primordial pour éviter de se faire avoir par n'importe quel vendeur de facilité. Et ce film m'a fait peur. Il m'a fait peur parce qu'en sortant de la salle, j'avais des frissons, presque toutes les chansons du film en tête, et j'avais envie d'aller en vacances dans les îles Samoa, de revivre ce que le film m'avait apporté. C'est quelque chose que je n'avais plus ressenti depuis peut-être le Roi Lion ou Jurassic Park. J'avais 6 ans, bordel de merde, et là Disney nous sort Star Wars 7 que j'ai adoré, Captain America Civil War qui est mon coup de cœur de 2016, et maintenant Vaiana. Donc question, est-ce que Disney a gobé mon esprit critique? Et là, le Flash, non, Rogue One était bien sans plus, Zootopie pareil, et puis j'ai pas aimé la version en prise de vue réelle du livre de la jungle et Alice de l'autre côté du miroir, donc non, Vaiana est peut-être simplement l'un des meilleurs dessins animés Disney. Tout là-haut avec Aladdin, Le Roi Lion, La Belle et la Bête, et la grosse moitié des productions Pixar. Enfin, voilà mon avis, comme toujours, 5 points positifs et 5 points négatifs, rangés par ordre d'importance. Numéro 10, quelques personnages OSEF. Bon, si vous suivez à la fois ma chaîne YouTube et ce blog, vous savez que le point numéro 10 est toujours un peu mou, que c'est le point que j'ai dû chercher très très loin. En l'occurrence, oui, forcé de l'admettre, certains personnages secondaires sont très secondaires et largement dispensables. Prenons par exemple les parents de Vaiana, qui sont toujours vivants à la fin du film, alléluia. Autant le père a une petite profondeur dans le sens où son autorité et sa prudence trop strictes concernant les activités de sa fille sont justifiées par une expérience tragique, autant sa mère, on ne sait rien d'elle. Les pirates Noix de Coco, pareil, ça aurait été chouette d'en savoir un peu plus sur eux. Les habitants de l'île auraient pu avoir un peu plus de relief aussi. Enfin voilà, quelques petits détails, mais bon, je vous avoue que moi-même, je soupire un peu en m'écoutant parler ou en me lisant écrire ou en m'écrivant... Bon bref, pas fier de celui-là, mais voilà, c'est le point le moins important. Numéro 9, les blagues méta. Là encore, je suis pas très fier de relever ça, mais il faut bien reconnaître que ça m'a un peu gêné. Et au fond, ce serait même presque une qualité, je m'explique. Ce que j'appelle blagues méta, ce sont les blagues qui brisent le quatrième mur, qui te sortent du film. Dans Vaiana, par exemple, Maui dit que signer un autographe avec un oiseau, ça s'appelle tweeter. Que si tu as une robe et un animal de compagnie, tu es une princesse. Ou quand Maui change très brièvement en Sven de la Reine des Neiges. C'est le genre de blagues qui peuvent être très bien faites. Dans Aladdin ou Merlin l'Enchanteur, par exemple, elles sont très bien faites parce qu'elles sont propres à un seul personnage exubérant et surnaturel, donc respectivement le génie et Merlin, qui peuvent donc être conscients de notre monde. Alors, pourquoi écrire que c'est presque une qualité ? Certaines productions récentes nous ont gavés de ce genre de blagues. Deadpool brise le quatrième mur au point que ce mur n'existe même plus et que donc le briser n'a aucun intérêt. Sinon, ralentir l'action. Au final, ça revient à regarder un film correct avec un pote chiant qui fait des commentaires tout le temps, à côté de toi. Zootopie n'arrête pas d'en faire, entre le revendeur de contrefaçon Disney, le chef Bogo qui dit libérer, délivrer, les boucs qui ouvrent leur vanne à Walter et Jessie, t'as compris ? Alors, oui, il y en a, elles sont mal amenées, mais Vaiana a l'élégance d'en avoir utilisé finalement peu. Numéro 8, trop de chansons, point d'interrogation. En sortant du cinéma, ma douce et tendre a fait la remarque qu'il y avait trop de chansons. Je lui ai mis un coup de boule en la traitant de grosse conne, et puis j'ai réfléchi. Le film n'a pas plus de chansons qu'un autre Disney musical. Vaiana en compte 8, Le Roi Lion 6, La Princesse et la Grenouille 7, Hercule 6, Le Bossu de Notre-Dame 8, La Belle et la Bête 7, alors pourquoi ce ressenti ? Je pense que c'est surtout parce que les chansons dans ce film sont très maladroitement amenées. Certaines le sont très bien, comme la chanson des ancêtres ou Tefiti, à des moments clés avec une petite introduction musicale qui nous fait comprendre qu'elle arrive. Et d'autres, genre Pour les hommes, Bling Bling ou Notre Terre, débarquent presque en plein milieu d'un dialogue, ce qui rend d'ailleurs une blague méta assez malvenue. Maui qui dit à Vaiana « Si tu te mets à chanter, je t'assomme », ou quelque chose comme ça. Soit l'abondance de chansons est un parti pris, auquel cas inutile d'attirer l'attention dessus, soit elle est pénible, comme le sous-entend Maui, auquel cas il en fallait moins. Mon avis à ce sujet, on va y venir. Numéro 7, le doublage. J'ai vu le film en VF, et si tu as un problème avec ça, je t'invite à accueillir en ton orifice buccal mon viril appareil génital, mais il faudra que je le voie en VO parce qu'il y a The Rock dedans, et que j'ai encore jamais vu d'excellents films avec The Rock dedans, alors que j'aime beaucoup The Rock, 3 fois The Rock, c'est beaucoup trop. Bref, les voix françaises sont très convaincantes. Alors, d'un côté, on pouvait s'y attendre avec un cast vocal de qualité, Anthony Cavana était déjà Marty dans les films Madagascar, et Ray dans La Princesse et la Grenouille, donc je savais déjà que le doublage c'était un domaine dans lequel il était bon. Pareil pour Adrien Antoine, le gars, c'est le deuxième meilleur Batman après Richard Darbois. Bon, Batman, c'est pas foufou en termes d'acting range, mais en Tamatoa, il a pu se défouler un peu plus, et ça lui va bien. Mais la bonne surprise vient de Cerise Calixte. Quelques commentaires d'abord. Elle a participé à The Voice et n'a pas été retenue. J'éprouve un vrai plaisir cynique et puéril à voir les perdants de ces émissions faire quelque chose de très bon après coup. J'ai appris ça après avoir vu le film. Si je l'avais su avant, je me serais sûrement dit « Ah, ils ont voulu tout miser sur les chansons ». J'aurais eu tort, c'est son premier rôle au cinéma et elle a interprété Vaiana avec une justesse que d'autres comédiens professionnels n'atteignent jamais dans le milieu du doublage d'animation.
Milieu se nommait à tort d'après moi, non seulement par la profession, mais aussi par une large partie du public. C'est pas parce que tu n'as que ta voix pour jouer que c'est plus facile, en fait j'aurais tendance à penser que c'est plus difficile. Il faut surjouer, mais mesurer son surjeu, enfin... Je vais pas m'étendre, excellente performance de la part de tout le casting. Numéro 6, les enjeux brouillons. Vaiana fait partie de ces films où on comprend les enjeux, mais où on ne les ressent pas. Il est vital d'aller rendre le cœur de Te Fiti, on l'a bien compris, mais à quel moment on en a ressenti l'urgence ? De notre coco pourri et des pêcheurs qui trouvent pas de poissons, c'est ce que le film nous donne pour nous faire comprendre que la déesse créatrice de la vie est mourante. C'est léger. D'un côté, il y a ça, et de l'autre côté, il y a le côté, je dirais, un peu cheaté de Vaiana. L'héroïne marche dans les pas de divinité, et on a très clairement l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. Quand elle a un coup de mou, l'esprit de sa grand-mère qui vient l'aider, quand elle affronte une divinité, que ce soit Tekka ou même Maui, l'esprit de l'océan vient lui filer un coup de main, à aucun moment on ne sent qu'elle est vraiment dans la mouise. Et du coup ça empêche une réelle connexion émotionnelle avec les personnages. À plusieurs moments je me suis dit que j'avais envie d'être triste pour eux, avec eux, mais je pouvais pas parce que je savais que ça allait aller mieux. Sauf à un moment très précis, une scène que j'ai adorée car pour moi c'est celle qui a fait toute la différence, la scène où la mère récupère le cœur de Te Fiti, mais j'en parlerai plus tard. Je sais, j'écris souvent ça, mais je tiens pas à aborder un point positif dans un point négatif, de la rigueur, crénon, de la rigueur. Numéro 5, les chansons. J'ai dit qu'elles étaient mal amenées, j'ai pas dit qu'elles étaient mauvaises. Après avoir vu le film, le lendemain, j'ai acheté la bande originale. Après ma grosse déception avec Zootopie, où il y a qu'une chanson, interprétée par Shakira, qui est un personnage du film, comme si la chanson dans le film c'était la version pop pourrie qu'ils font d'habitude en dehors du film. Ma semi-déception de La Reine des Neiges, où la moitié des chansons sont bonnes et l'autre moitié inutiles, j'ai enfin eu l'impression d'avoir un retour en force des chansons Disney. J'ai adoré toutes les chansons. Alors, la traduction, globalement très bonne, laisse parfois passer quelques poncifs un peu malheureux. J'écoute mon cœur, je n'ai plus peur, mon Dieu. Et d'autres trucs, mais je vais y revenir. Ça commence par Logo T'es pâté, chanson introductive entièrement en toklo, merci Wikipédia pour le coup. Voilà, ça c'est pour ton petit cul, Zootopie. Ouais, non, désolé, mais entendre une chanson en anglais dans un classique d'animation Disney, ça m'a gavé. Je sais, Disney c'est américain, la VO est en anglais, mais justement, quand tu ne prends même pas la peine de traduire une chanson dans un film traduit, c'est que, clairement, tu t'en bats les couilles que les gens comprennent de l'ambiance, ou de quoi que ce soit d'autre que d'avoir fait chanter Shakira. Je digresse, Logo T'es pâté donc, en toklo, qui, elle, installe vraiment une ambiance, et qui en plus fout le sourire. Je passe mon temps à l'écouter, va falloir que j'apprenne les paroles en phonétique, ça me fait chier de pas pouvoir les chantonner. Ensuite, nous avons Innocent Warrior, là encore une chanson en toklo très belle qui habille le moment où l'océan confie la pierre de Te Fiti à bébé Vaiana. Une scène puissante, drôle et sans la moindre ligne de dialogue. Après ça, Notre Terre, qui installe le décor, le personnage de Vaiana et les enjeux, c'est une chanson d'exposition qui aborde tous les points importants, bref, qui fait surtout son taf. Ensuite, le Bleu Lumière, qui fait écho à Partir là-bas dans La Petite Sirène, et qui est le titre phare de ce dessin animé, un peu comme Libéré, délivré dans La Reine des Neiges, le gavage médiatique, qui n'enlève rien aux qualités intrinsèques de la chanson, en moins. Et elle est aussi bonne. Mais si, rappelez-vous, quand vous avez entendu Libéré, délivré la première fois, vous l'avez trouvé génial. Ensuite, nous avons L'Explorateur, partiellement en toklo, qui fait écho au Bleu Lumière, mais aussi à Logo T'es pâté, car c'est la chanson réponse à la première, et qui expose également un peuple, les ancêtres de celui de Vaiana. Dans le Bleu Lumière, elle se demande pourquoi elle est appelée par la mer, et l'explorateur lui répond « parce que tes ancêtres étaient des explorateurs ». Ensuite, on a deux chansons plus drôles, plus légères, Pour les hommes et Bling Bling. La première, j'ose le dire, est à mettre sur un pied d'égalité avec Ton meilleur ami dans Aladdin. Elle donne une pêche mais monumentale et expose un personnage très puissant, ce qu'il prouve en étant totalement maître de l'image pendant sa chanson. La deuxième, Bling Bling, est très drôle et habille une scène de conflit qui fait renaître la tradition bien sympa de la chanson drôle du méchant, un peu oubliée depuis Gaston et Ratigan. Et j'ai l'impression que le sous-texte sexuel est très explicite dans celle-là, mais c'est peut-être juste que j'ai vieilli et que maintenant je lis mieux entre les lignes. Et bon, ça m'emmerde de le reconnaître, mais elle est mal traduite. Elle est non seulement plus drôle, mais aussi plus sexualisée en anglais. Je vais y dédier un petit paragraphe, donc si ça ne t'intéresse pas, tu peux le sauter. Qu'est-ce qui est mal traduit ? Il y a énormément de blagues qui sont simplement passées à la trappe, pas remplacées, simplement oubliées. Quand il dit « happy as a clam », heureux comme une palourde, c'est une expression qui existe, il fait un clin d'œil genre « hey, t'as compris ? Parce que je suis un crabe !» Pouf, disparu. « I will sparkle like a wealthy woman's neck » devient scintiller comme un collier de perles nacrées, sauf qu'en disant « neck », il fait le geste de trancher sa gorge, et Vaiana réagit. Sa réaction tombe un peu à plat à l'évocation des perles nacrées. Ensuite, il dit à Maui « get the hook », ce qui signifie quelque chose genre « tu es congédié » ou « dégage », mais littéralement « prends le crochet » ou l'hameçon. Alors, oui, jeu de mots intraduisible, mais après il dit très subrepticement « get it », genre « t'as compris ?» Donc je pense qu'il aurait fallu un jeu de mots, n'importe quoi ici, mais non, rien. C'est pas fini, ils n'ont pas traduit le « I'll never hide, I can't, I'm too shiny », que je trouve très drôle.
ni Look It Up quand il parle de décapode. Alors certes, on pourrait se dire, on s'en fout, mais là encore, il regarde la caméra. Alors qu'ils disent Look It Up au spectateur après avoir utilisé un mot comme décapode, c'est drôle. Qu'ils disent, et c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, sois raisonnable à Maui en regardant le spectateur, c'est bizarre. Et enfin, ils ont traduit c'est la vie mon ami par c'est la vie mon ami. Sauf que l'impact et même la signification ne sont pas les mêmes quand c'est un anglophone et quand c'est un francophone qui le disent. Un anglais qui parle français, c'est un peu précieux. Un français qui parle français, c'est normal. Bon, voilà mes petits reproches pour cette chanson, mais elle était difficile à traduire de toute façon. Ensuite, on a Je suis Vaiana, la chanson qui m'a foutu des frissons absolument partout, notamment le solo de Cerise Calixte sur la réplique éponyme, et qui habille à merveille la meilleure scène du film, mais on va y revenir. Le crescendo pratiquement constant illustre le refus de l'abandon, qui se conclut par la phrase « Je suis Vaiana » en solo. C'est le moment qui répond à plusieurs critiques que j'ai pu voir qui disent « Pourquoi l'océan a-t-il choisi une gamine qui n'avait jamais navigué ?» Eh bien parce que c'est elle qui n'abandonnerait pas quand tout le monde lui dit d'arrêter. C'est la force de son individualité. Et enfin, nous avons Te Fiti, la chanson de conclusion. Conclusion qui est brillante, mais là encore, on va y revenir. La chanson en elle-même est pas faux folle, mais jolie. Bref, vous l'avez compris, enfin un Disney rajoute non pas une ou deux chansons au répertoire classique, mais 5 ou 6, 20 ans après Le Roi Lion, Aladdin et La Belle et la Bête. Numéro 4, les personnages. Commençons par les personnages secondaires. Les studios Disney ont un talent monstrueux pour faire des personnages muets, des personnages d'exception. Simplet a ouvert le bal, puis Clochette, Tchernabog dans Fantasia, Maximus le cheval d'un réponse, Dumbo, Pégase, l'écureuil femelle dans Merlin l'Enchanteur. Disney n'a pas besoin de donner de la voix à un personnage pour en faire un personnage puissant. Et en l'occurrence, il le prouve avec 4 personnages. Te Fiti et Teka, dont la gestuelle et le visage font comprendre leur nature et leurs émotions, Hey Hey, que j'ai trouvé hilarant, et l'esprit de l'océan, qui n'a ni visage ni corps et qui parvient à avoir une personnalité. J'ai déjà évoqué Tamatoa avec la chanson Bling Bling et le retour plus que bienvenu du méchant comique, et un peu excentrique. Il m'a rappelé le chef cuisinier dans La Petite Sirène, un autre personnage que j'aime beaucoup. La grand-mère Tala n'est pas le point fort du film, c'est un peu la figure de mentor un peu excentrique et sage, c'est Rafiki / Grand-mère Feuillage / les trolls dans la Reine des Neiges, charmante mais rien de nouveau. Maui est une demi-mesure intéressante, entre gentillesse et arrogance, entre puissance et lâcheté. C'est un protagoniste qui est aussi un antagoniste. Tout ce que les héros affrontent sont les conséquences directes de son orgueil. Il fait avancer le scénario dans le bon sens, mais en l'handicapant aussi. C'est une réflexion plutôt intéressante sur l'orgueil et la confiance en soi. Il a une confiance en lui d'abord très superficielle, qu'il tente de confirmer en voulant retrouver son hameçon. Bon, l'analogie phallique est claire de chez clair. Une fois qu'il le retrouve, il se rend compte qu'il ne sait plus s'en servir, Vaiana lui réapprend, mais il le fissure et abandonne avant de prendre conscience que sa puissance ne vient pas du hameçon, mais bien de lui. Le message peut paraître bateau, mais il ne l'est pas tant que ça, je reviendrai dessus. Et enfin, on a Vaiana. Alors, 3 gros points à son sujet. 1. C'est une vraie héroïne, un vrai personnage féminin fort et indépendant. On pourrait objecter qu'elle a besoin de l'aide de Maui, mais j'ai tendance à penser que c'est elle qui aide Maui, pas l'inverse. Il y a même un moment où elle est seule au monde, dans la meilleure scène du film. Je crois que c'est jamais arrivé dans un Disney qu'un personnage se retrouve seul à devoir prendre la bonne décision. A fortiori une princesse. 2. Elle ressemble beaucoup psychologiquement à beaucoup d'autres princesses, elle a une vie chouette mais elle veut de l'aventure, Ariel, Jasmine, Belle, mais, contrairement à ces exemples, elle tente de vivre plus, échoue et ne persévère que pour aider son peuple, pas pour sa satisfaction personnelle. D'ailleurs, les princesses Disney qui rêvent d'aventure finissent par sortir et les péripéties du film, c'est les conséquences involontaires de leurs actions. Ariel qui donne sa voix pour aller sur la Terre, Elsa qui abandonne ses responsabilités de reine, Réponse qui quitte sa tour. Je crois que Vaiana est la première à aller chercher la confrontation. Ariel veut trouver l'amour, Anna veut trouver l'amour, Jasmine veut de l'aventure mais elle trouve l'amour, Réponse veut de l'aventure, elle trouve l'amour, Vaiana veut sauver son peuple. C'est la première princesse Disney à agir en leader. Et 3, enfin une princesse en 3D avec un visage différent. Je parle pas que de la couleur de peau, je parle des traits. Non, parce que Réponse, Elsa et Anna, tu les rases, tu les démaquilles, tu les mets à poil, déjà t'as un problème, mais surtout tu ne les différencies pas. Les classiques d'animation Disney ont un peu l'habitude de nous proposer d'excellents personnages, ce dessin animé ne fait pas exception. Numéro 3, le scénario. Évidemment, c'est le gros problème du film. Je peux le défendre autant que je veux en faisant remarquer les différences subtiles dans le traitement de l'histoire, ça reste quand même toujours la même histoire. Tu vois venir le scénario à des kilomètres. Ça a tendance à renforcer d'ailleurs l'impression que l'héroïne ne craint rien. Quand Maui abandonne, on sait qu'il va revenir pendant le climax. Quand il tombe dans l'antre de Tamatoa, on sait qu'ils vont s'en sortir sans problème. Si par contre, le twist de fin concernant ce qui est arrivé à Te Fiti, je ne m'y attendais pas. J'ai pas spécialement envie de m'étendre sur ce point, c'est juste que le scénario est repris de dizaines de classiques d'animation Disney. L'héroïne est une princesse qui va devoir gouverner son peuple, la Reine des Neiges, mais elle finit par s'évader, la petite sirène, et trouve un personnage surpuissant, Aladdin, qui sera d'abord réticent à l'idée de l'aider, mais finira par s'attacher à elle, la Belle et la Bête, notamment en affrontant un monstre plus drôle qu'effrayant, Cendrillon, mais leur relation est mise à mal, Mulan,
Donc le personnage principal doit se rappeler les paroles encourageantes de son mentor, le roi lion, pour aller affronter son plus grand défi, la Belle au bois dormant, grâce au personnage secondaire revenu l'aider parce qu'il s'est découvert une conscience. Réponse. C'en est au point que certains détails ne sont jamais expliqués alors qu'ils devraient, en tout cas pourraient l'être. Pourquoi l'océan ne ramène pas lui-même le cœur de Tefiti? Pourquoi Maui revient à la fin? Enfin voilà, il y a plusieurs trous dans le scénario, partiellement remplis par... Vous savez comment ça marche. Très franchement, après, quand je vais voir un dessin animé Disney, je sais plus ou moins où ça va aller. Les questions qui se posent davantage, c'est surtout avec qui on y va, comment on y va et qu'est-ce qu'on va avoir sur le trajet. Après tout, un film n'est pas qu'un scénario. Regardez, Le Voyage d'Arlo. Aussi, il avait un scénario cousu de fil blanc, mais c'est le fait que les personnages étaient oubliables et que le film ne proposait rien de franchement neuf, à part l'animation incroyable de l'eau et le rendu des décors, qui l'a coulé, d'après moi. Un scénario bateau ou même repompé ne fait pas forcément un mauvais film. Regardez La Guerre des Étoiles. Numéro 2, l'animation. On en prend plein la gueule, tout simplement. Je suis pas expert en animation 3D, loin de là, très franchement j'y connais rien, mais je sais reconnaître quelque chose de beau quand je le vois, et nom de Dieu. Bon, déjà on va évoquer l'animation de l'eau. Qu'elle soit calme ou déchaînée, la mer est sublime. Ensuite, j'ai cru comprendre que les textures des cheveux c'était quelque chose de très compliqué en animation, alors des cheveux bouclés, trempés, j'imagine la galère que ça doit être. L'introduction en 2D est magnifique. J'ai trouvé très intéressante l'idée de mimer la texture de, je sais pas ce que c'est, de l'espèce de toile. D'ailleurs, toutes les occurrences de la 2D sont très rafraîchissantes. Que ce soit dans la chanson de Maui, comme s'il vivait encore dans une légende de lui-même et qu'il niait la réalité, ou dans ses tatouages. Oui, tiens d'ailleurs, tatouage, un autre personnage muet, bien écrit et entièrement animé en 2 dimensions. Muet et en 2 dimensions, ça fait vraiment mariage de l'ancienne et de la nouvelle école. En fait, maintenant que j'y repense, l'animation de Tefiti et de Tekara me rappelle 2 des segments que j'avais préférés dans Fantasia 2000. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille, il est loin d'être aussi mauvais que ce à quoi on peut s'attendre. Et c'était les 2 segments qui rendaient le mieux hommage à la majesté du premier Fantasia. Et j'ai adoré aussi l'aspect du monde des monstres qui m'évoquait un peu un mariage entre l'univers graphique d'Ursula et du Docteur Facilier de La Princesse et la Grenouille, 2 personnages dont j'adore l'esthétique. Enfin voilà, Vaiana, si vous n'y allez pas pour les personnages ou le scénario, allez-y pour le spectacle. Numéro 1, les messages. Alors généralement, je ne prends pas la peine de chercher des messages sociaux dans les films ou autres fictions, sauf quand un film les crache à la gueule évidemment. Par exemple, quand je regarde Elementary, je vois que John Watson est une femme asiatique, je ne me dis pas « Ah, c'est bien, plus de femmes à l'écran, moins de blancs, etc. » ni « Mais John Watson est un homme blanc, c'est débile de changer ça !» Je me dis juste « Watson est une femme asiatique, ok. » Mais Vaiana croule sous les messages intelligents et subtils. Donc crouler, c'est un très mauvais choix de mots. Vaiana est riche de dizaines de messages positifs dans le texte et le sous-texte. Aucune histoire d'amour. Tu peux être une femme et rester forte et célibataire. La blague végétarienne au début, c'est une simple réplique 3 fois rien. Vaiana dit « Ils ont l'air délicieux ces travers de porc ». Et Pua, son petit porcelet de compagnie, qui ne vieillit pas d'ailleurs, c'est marrant, a l'air à la fois triste et un peu apeuré. Et Vaiana est un peu gênée. Simple et efficace. Plein de rôles clés sont assurés par des femmes. La personne à sauver, l'antagoniste principal, le mentor, le héros. Parlant de ça, les hommes sont vachement plus dénudés que les femmes. La culture polynésienne est mise en avant. Casting majoritairement polynésien en VO et en VF. Je suis pas dans les rangs pour râler quand ils mettent des acteurs et des actrices blancs ou blanches dans des rôles habituellement non caucasiens, mais ça fait plaisir quand c'est bien fait. Le message sur la puissance, on va pas revenir sur Maui qui n'arrive plus à se servir de son hameçon. Il faut respecter les gens moins intelligents que toi, c'est tout le principe de Hey Hey. La fin du film, parfois gagner un combat, c'est comprendre, aider et aimer son adversaire. Laisse l'avenir à moi, j'en ai encore des frissons. Oui, à m'entendre parler, j'ai eu des frissons tout le temps, et ben c'est un peu ça. C'est pas parce que tu es seul et que tous te tournent le dos que tu dois abandonner. Vous savez, la fameuse meilleure scène du film. C'est la scène où Maui abandonne Vaiana en lui disant qu'elle n'a rien de spécial et où l'océan récupère le cœur de Tefiti. Son peuple ne sait pas où aller, son ami est parti, la divinité qui la protège respecte sa décision d'abandonner, l'esprit de sa grand-mère lui apparaît alors, même si pour moi c'est plus l'incarnation de sa voix intérieure dont il est souvent question, et quand Vaiana lui dit qu'elle a laissé tomber, l'esprit de Tala lui dit « D'accord, retourne au village ». Vaiana décide seule de ne pas abandonner, ce qui donne à la chanson Je suis Vaiana toute sa profondeur. Et bien sûr, l'indémodable Choisis ton destin et suis ton cœur, vu et revu, mais c'est un peu la marque de fabrique Disney. Je pensais que j'allais être déçu par Vaiana. Je pensais que La Reine des Neiges et Zootopie allait devenir le nouveau modèle des classiques d'animation Disney, un peu moins temporel et beaucoup plus lolilol, sans vraiment d'ambition esthétique, juste raconter des histoires déjà racontées mais en rajoutant des blagues dessus. Et puis pourquoi pas? Contrairement à ce que je laisse entendre, j'ai bien aimé Zootopie et La Reine des Neiges. C'était bien. Comme Réponse ou La Princesse et la Grenouille. J'avais fini par plus ou moins accepter l'idée que l'excellence de Disney viendrait de Pixar désormais. Vice versa, Toy Story 3, Lao, Wall-E. Eh ben c'est une claque dans la gueule, très agréable et méritée, de la part de Musker et Clements, les 2 gars responsables de certains des meilleurs Disney. Basile, détective privé, La Petite Sirène, Aladdin. J'ai vu le film le 31 décembre 2016, et il ponctue une année qui a vu s'éteindre des dizaines de personnalités de talent. Et Vaiana, la légende du bout du monde, m'a gonflé d'optimisme à l'idée que John Musker et Ron Clements sont toujours vivants et ont livré une de leurs meilleures réalisations, et la concurrence était rude. Après,
Je vous suggère d'aller le voir et de vous faire votre propre avis et d'y emmener vos enfants. Excellente nouvelle, leur génération aura également droit à ces intemporels de Disney.